Bonjour à tous. On m'a demandé donc de développer plus particulièrement les pôles d'innovation numérique et les plateformes. Comme vous le voyez sur ce graphe, sur cette planche, le niveau de numérisation est très différent en Europe entre les secteurs d'activité, entre les PME et les grandes entreprises, et entre les différentes régions européennes. Il est bien sûr nécessaire d'apporter une réponse rapide au niveau européen. Comme Khalil l'a mentionné tout à l'heure, la Commission a lancé en avril 2016 l'initiative Passage au numérique des entreprises européennes. Elle met en place la coordination nécessaire afin de permettre à l'industrie européenne de développer les produits, les processus, les modèles d'entreprise et les services de l'avenir. L'idée maîtresse de la numérisation de l'industrie européenne est d'aboutir à un meilleur alignement des stratégies nationales sur le passage au numérique. Bien naturellement, la stratégie européenne s'appuie sur les efforts consentis au niveau national dans ce domaine. Et on vous a dit tout à l'heure qu'il existait 17 stratégies nationales sur le passage au numérique des entreprises. C'est pourquoi la Commission a lancé cette année une plateforme européenne regroupant l'ensemble des initiatives nationales, dont pour la France, l'Alliance Industrie du futur. La valeur ajoutée européenne provient de la mise en réseau et de la collaboration transfrontalière lorsque les États membres, les régions, l'industrie et les universités agissent conjointement sur des objectifs communs. Portant une attention particulière à la standardisation, l'initiative Passage au numérique des entreprises européennes fédère les actions en favorisant l'émergence de pôles d'innovation numérique, de plateformes d'expérimentation à grande échelle, ainsi que leur mise en réseau. Et pour la Commission, la mise en réseau est vraiment un des éléments essentiels. Une approche importante pour renforcer notre compétitivité est de renforcer la capacité de nos PME et de nos entreprises à moyenne capitalisation. Les pôles d'innovation numérique ont un rôle important à cet égard en fournissant à ces entreprises un accès aux dernières technologies numériques ainsi qu'un large éventail de compétences techniques, mais aussi financières. Le défi consiste à attirer de nouveaux investissements dans les pôles d'innovation numérique de manière à ce que ceux-ci puissent fournir des connaissances et des technologies et faire office de connecteurs entre l'industrie et le monde académique dans toutes les régions. On vous a parlé de working distance. Notre but est d'exercer un effet de levier sur les investissements supplémentaires de 5 milliards d'euros dans les États membres et les régions. Il s'agit en fait de créer un réseau de nouveaux écosystèmes au niveau européen. L'approche doit tenir compte, bien entendu, des spécificités locales et des infrastructures existantes. Chaque pôle d'innovation numérique doit aider les entreprises à devenir plus compétitives en améliorant leur activité, leur processus de production, ainsi que leurs produits et leurs services, sur base d'une meilleure utilisation des technologies numériques. Les pôles d'innovation numérique, je vais finir par employer les Digital Innovation Hubs, doivent offrir des services en test et des technologies de pointe à expérimenter pour la fabrication des produits innovants ou agir en tant que courtier entre des sociétés utilisatrices et leurs fournisseurs de technologies. De nombreux composants des pôles d'innovation numérique existent et sont déjà soutenus par les États membres, les régions ou les communautés de la connaissance de l'EIT
La coopération européenne apporte une valeur ajoutée à ces investissements en soutenant les expérimentations très innovantes ayant une dimension transfrontalière. Comme déjà mentionné, la Commission a prévu d'allouer de l'ordre de 100 millions d'euros par an au pôle d'innovation numérique, essentiellement pour la mise en réseau et pour des activités de support. Un soutien total de l'ordre de 300 millions d'euros est dès lors prévu pour 2008-2020, 3 ans. Les participants à l'appel doivent démontrer qu'ils sont profondément enracinés dans des écosystèmes d'innovation, offrant des services de transformation numérique aux entreprises dans leur proximité, working distance. Une analyse claire de la valeur ajoutée du projet par rapport à l'offre existante est demandée. Bien entendu, tout projet doit être cohérent avec l'initiative nationale ou régionale. Chaque projet doit atteindre une masse critique d'expérimentation hautement innovante et de surcroît transfrontalière, réunissant les fournisseurs de technologies et les utilisateurs. Au moins 50% du budget devrait profiter aux PME. Les projets peuvent apporter un soutien à des tiers, principalement sous forme de subventions. Les activités doivent avoir pour but la durabilité à long terme. Les propositions devront donc inclure un plan d'activité, attirer un plan visant à attirer les investisseurs, un plan de formation et de développement des compétences, sans oublier la diffusion. Les réseaux adressant aux PME déjà en place, tels que les réseaux d'entreprises Europe et les réseaux NCP, points de contact nationaux, doivent être naturellement mis à contribution. Les projets sélectionnés devront contribuer à la mise en place d'un réseau de pôles d'innovation numérique couvrant la plupart des régions en Europe. Je souhaiterais maintenant saisir cette opportunité pour faire un peu de publicité pour le catalogue européen des pôles d'innovation qui est maintenant accessible en ligne. Je voudrais passer maintenant à quelques exemples concrets puisque je pense que les exemples parlent mieux que toute autre chose. Quelques projets. Apollo, un pôle transfrontalier regroupant les compétences de différents laboratoires dans le domaine des lasers. l'ACHER, qui lui a la particularité de regrouper les fournisseurs et les utilisateurs pour développer des centres de compétences dans le domaine des lasers. Alors pour tout ça, pourquoi ça marche concrètement? Parce qu'on se place dans un monde réel. On sort du laboratoire. Les équipes sont de taille humaine. On va vite. Tout est confidentiel. On partage les connaissances parce qu'on se connaît. On profite, on mutualise les ressources. Ces projets acquièrent une visibilité importante et, in fine, quand ça marche, constitue un label européen. Un autre projet d'incubateur qui visait à soutenir dans une première phase d'organiser le transfert de la photonique vers des petites et moyennes entreprises pour certaines d'entre elles très low-tech, certaines d'entre elles ne connaissant même pas, n'ayant jamais entendu parler de la photonique, en investissant 8 millions d'euros de soutien communautaire, en faisant participer 23 instituts de recherche. 93 projets innovatifs ont été lancés, avec une participation de 90% de PME. Et à la fin du projet, et ce sont des données objectives, le responsable du projet a pu, identifier 720 emplois de grande qualité créés grâce à ces actions,
ainsi que 75 millions d'euros de capital levé par des venture capitalistes. Cette première phase a donné, disons, naissance à une deuxième en insistant, en essayant de corriger certaines erreurs de jeunesse, notamment en élargissant aux aspects de collaboration transfrontalière, en essayant d'aider les PME à préparer des business plans, en essayant de favoriser l'accès au capital pour les PME et aussi en s'appuyant sur l'existant. Il existe des investissements importants effectués dans les régions, notamment en termes de démonstrateurs. Il est important de les utiliser au mieux. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que l'on réduit les risques, puisqu'on réduit les investissements, on utilise les infrastructures existantes et en plus, on réduit le risque, disons, scientifique, puisqu'on profite aussi d'un réseau de connaissances. Je souhaiterais donc maintenant passer à l'autre volet de ma petite présentation, de ma courte présentation, vous parler des plateformes, sachant qu'on a déjà évoqué, Thierry a déjà évoqué les partenariats Excel, mais aussi les photoniques, 5G, usines du futur. Donc, le passage au numérique des entreprises européennes comprend le lancement d'un ensemble d'initiatives visant à soutenir la mise en place de plateformes de technologies numériques. L'industrie européenne a besoin de parvenir à des accords sur les fonctions et les interfaces de ces plateformes, les architectures de référence et les protocoles d'interaction, qui ont le potentiel de créer les marchés et les opportunités commerciales et qui vont contribuer à la mise en place d'écosystèmes et de standards. Dans le cadre des prochains appels, les propositions devront viser un progrès significatif en matière de création de plateformes, d'interopérabilité entre les plateformes existantes, d'intégration des technologies numériques telles que l'Internet des objets, la photonique, la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique de nuage, les mégadonnées ou les big data, ainsi qu'une validation par l'intermédiaire d'installations pilotes et d'expérimentation. À partir d'architectures de référence, des interfaces de plateformes sont définies, testées dans des projets pilotes, soutenues par l'écosystème, afin de préparer leur déploiement. Elles doivent, in fine, contribuer à la mise en place de standards. Voici l'approche générale. Voici le détail des actions prévues dans les programmes de travail 2018-2020 pour les plateformes de technologie numérique. Comme vous le voyez, elles couvrent les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de la santé et enfin de l'habitat. Maintenant, passons à un exemple concret. Il s'agit de la maison intelligente et connectée. L'objectif de cette action est de permettre à nos aînés de mener une vie autonome tout en bénéficiant d'un suivi médical à distance. Cela nécessite l'amélioration des infrastructures de TIC existantes afin de soutenir des services numériques liés à l'autonomie et aux soins, y compris la télésanté, la téléassistance et toute solution facilitant le suivi de l'état de santé. Idéalement, on pourrait aussi combiner ces développements avec les besoins liés à l'efficacité énergétique, la sécurité et pourquoi pas les loisirs. Non seulement il s'agit d'un objectif tout à fait louable, maintenir les gens chez eux le plus longtemps possible, mais le potentiel de ces actions sur la réduction des coûts des systèmes de santé et ainsi que les perspectives de marché
sont tout à fait considérables. Bon, je vais finir. Je n'ai plus que 10 minutes. Donc le projet, comme vous aurez les slides, vous pourrez aller sur YouTube pour avoir le détail de ce projet Activage, qui est tout à fait intéressant. Et je vais maintenant donc passer aux conclusions. Je voudrais, disons, rappeler que la mise en œuvre de la stratégie européenne de passage au numérique est en fait une question de coordination et d'intégration de toutes les ressources européennes. À l'étage supérieur, la plateforme européenne des initiatives nationales fédère et structure toutes les initiatives du même nom. Les pôles d'innovation numérique et les plateformes de technologie numérique, ainsi que leur mise en réseau, et là l'aspect de mise en réseau est prépondérant, vont favoriser l'émergence d'écosystèmes dynamiques et contribuer dès lors à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne dans le numérique. Et ceci en veillant à ce que chaque entreprise en Europe, quel que soit son secteur, où qu'elle soit située et quelle que soit sa taille, puisse tirer pleinement profit des innovations numériques. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va essayer de prendre quelques questions si vous en avez. Oui, Gérard Cornet, comme gérontologue, je suis très intéressé par votre programme Smart Home et Connect Care là, et Activate. Mais y a-t-il un lien entre ce programme et par exemple AL et la France était absente d'AL, va-t-elle y revenir? Où en est-on et comment faire une synergie entre tous ces programmes? Sur AL, je pense que ça sera peut-être plus à nous d'y répondre. Aujourd'hui, non, la France n'est pas membre d'AL, ne contribue pas. Et en tout cas, au niveau du ministère de la Recherche, il n'y a pas de plan à court ou moyen terme pour réintégrer. Et je crois que c'est à peu près pareil pour les autres ministères, mais je ne préfère pas me prononcer. Mais donc aujourd'hui, à AL, on n'est pas membre. Et je doute qu'avant la fin d'Horizon 2020, on réintègre. Après, pour l'organisation globale, par rapport... il y a clairement, à AL, c'est ceci bien. Je crois que la question, c'était le lien entre ce qui est proposé comme plateforme pour la santé et AL. Ça vient en complément. C'est beaucoup plus large qu'AL, si vous voyez bien. Et c'est ouvert à l'ensemble des membres de l'Union, et des organisations de l'Union et des pays associés. Donc c'est plus large. Et l'accent est mis ici sur l'intégration, test et expérimentation. Je sais que dans AL, c'est encore une partie importante là-dessus. Ça vient en complément. Peut-être, si je peux, mais je parle sous ton contrôle. Également, enfin, si je comprends bien l'initiative sur les plateformes, le but est vraiment arriver je vais utiliser peut-être des termes extrêmes, mais d'avoir un OS au niveau européen sur ce domaine-là. Donc c'est beaucoup plus intégratif et beaucoup plus, enfin on va dire, l'ambition est peut-être beaucoup plus large que celle d'AL aujourd'hui, où les initiatives sont plus individuelles. Les initiatives sont beaucoup plus applicatives. Ici, on se focalise sur la plateforme elle-même, en cherchant à aller vers des normes, des standards et des systèmes qui soient ouverts. On cherche, le système d'exploitation ou l'équivalent des systèmes d'exploitation pour la maison, avec comme objectif la santé et les applications intelligentes. Oui, il y a des projets dans AL qui font ça également. Mais AL n'est pas ouvert à tout le monde. Ici, c'est ouvert à tout le monde. Et l'objectif plateforme est bien clair ici.
Bonjour, Laureline Renaud, Conseil régional d'Île-de-France. J'aurais voulu que vous précisiez les modalités de sélection pour les projets de pôle d'innovation numérique, étant donné qu'il est attendu une grande intégration, une cohérence avec les écosystèmes régionaux, nationaux. Est-ce que la Commission envisage la sélection via les pools d'experts habituels ? Pardon, naturellement, en fonction du type de projet, on ne va pas, disons, choisir les experts pour l'évaluation d'un pôle ou d'une plateforme de la même façon. On va essayer de trouver les compétences nécessaires, trouver des gens qui ont l'expérience avec l'innovation, avec la formation des écosystèmes. Mais un point aussi est tout à fait, disons, il faut se fonder sur l'existant. C'est une façon de réduire le risque technologique et aussi le risque financier si on profite de tout le réseau disponible. Et il faut aussi, pour ces actions, avoir le plus grand nombre d'acteurs possible si on veut préparer ou contribuer à la standardisation. Elisabeth Jacobino, CNRS ANR. Vous avez montré des exemples de ces pôles, hubs, etc. Ils sont situés où ? Vous parlez de working distance, où ils sont localisés. Disons, et là, en l'occurrence, ils étaient où ? La chaire, c'est autour de Aix-la-Chapelle, mais pas seulement. C'est bon. Et le projet ACFAST était, dans sa phase 1, un projet belgo-belge situé dans la Flandre profonde. Bon, c'était un projet européen, mais quand même relativement, disons, centré sur, disons, des actions menées en Belgique. ACFAST 2 va s'ouvrir à des coopérations. Philippe, pardon, ce sont les coordinateurs que tu m'as... Oui, coordinateur. Oui, et je crois que la question d'Elisabeth, c'était sur où sont situés les centres, pas le coordinateur. Oui. Les centres, mais je crois qu'il y avait un plan. Oui. Il y avait un plan où tu avais les centres. On a 150, je crois, sur l'ensemble des Innovation Hubs qu'on a mis en place en 2015-2016. C'est là que on a commencé en 2015 et c'est en 2016 qu'on a renforcé sur l'ensemble des secteurs. Parce qu'il y en a en photonique, il y en a en robotique, et il y en a en système embarqué, et il y en a en micro-nano-électronique. Ce sont les secteurs, il y en a en robotique. Actuellement, il y a plus que 150 centres de compétences en Europe. Mais quand on voit le plan, là, ça ne se voit pas très bien, mais en regardant les chiffres, vous allez le voir, il y a les centres sont concentrés sur une bande qui va du nord de l'Europe, qui descend sur les zones industrielles principalement. On voit bien autour de la France, c'est principalement autour de Paris, et le nord, et en Hollande et dans les Pays-Bas, en Belgique, il y a un grand nombre de centres, parce qu'il y a cette tradition de monter des centres principalement en Hollande, le Danemark, et puis on revient vers l'Allemagne et ça descend. Il y a des zones qui sont un peu désertes. Et notre objectif maintenant, c'est d'être sûr qu'on ait des centres de l'ensemble de l'Europe. On mène des actions d'outreach vers les pays de l'Est, principalement, l'Europe centrale, les nouveaux pays membres. On a des actions que nous avons lancées pour justement offrir des coachings au centre là-bas pour qu'ils puissent participer à ces réseaux. Et même on a, je dirais, des zones blanches sans centre, même en France, même en Allemagne, même en Espagne, où on essaie de motiver les régions, motiver les centres qui sont dans des régions pour participer à ces réseaux. Mais chaque centre est un hub Les centres de compétences sont les centres, oui, ce sont les hubs en fait. Enfin, c'est la même définition. Ils ne sont pas regroupés dans... Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas je sais parce qu'on me pose la question souvent, est-ce qu'on a une prédéfinition d'Europe? Est-ce qu'on fait une présélection d'Europe? Non. On appelle des réseaux de centres de compétences pour se mettre ensemble et offrir ce service aux entreprises
dans leur région et entre les régions, parce que ça, ils travaillent en réseau principalement. Merci. Et s'ils sont capables d'offrir ce service, s'ils viennent avec des propositions, sont sélectionnés dans un appel à propositions. Si je peux compléter également, on a fait un exercice de cartographie. Donc, c'est Didier Van Annabel qui est au ministère qui a fait cet exercice de cartographie au niveau national. On a alimenté, même s'il y a encore eu des petites corrections à apporter, mais globalement, par rapport à la cartographie européenne, n'hésitez pas à nous donner l'information. On essaye justement d'avoir une certaine homogénéité au niveau de la France sur ce qui est un centre de compétences et ce qui est un hub. Et même si on n'apporte pas des critères de sélection, on essaye de bien montrer quelle est la différence, parce que le hub apporte plus un service au centre de compétences. C'est ça. Et donc, tout l'exercice qui a été fait au niveau national depuis, un gros exercice fait par Didier Van Annabel depuis mars dernier, est repris par la Commission, notamment par la DG Gros, pour son exercice de cartographie. C'est ça. En fait, et aujourd'hui, par rapport aux zones blanches, effectivement, on a deux gros pôles qui sont Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Et par exemple, on a aussi en Normandie, mais par exemple, on a quelques zones blanches qui sont quand même relativement étonnantes, si on prend sur Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie. Exactement ça. En fait, ici, vous avez c'est un des résultats, ce sont les résultats intermédiaires du mapping dont Frédéric parlait, qu'on a fait sur l'ensemble de l'Europe. On a essayé d'identifier les centres potentiels d'Innovation Hub, c'est ce que vous avez sur ce plan. Et les zones blanches dont je parlais, c'était, si on prend ça et on regarde les participants dans les projets que nous avons, on retrouve ces zones blanches. Donc, tous ces centres ne sont pas... ce sont les centres identifiés comme centres potentiels, ce que vous voyez ici sur ce plan, mais ils ne sont pas tous présents dans nos projets. Voilà. Et je crois qu'on a un autre plan, mais Philippe ne l'a pas. On voit bien la participation dans les projets européens, Innovation Hubs, donc ce que nous avons lancé en 2015-2016. Là, on remarque encore mieux qui participe pas par région. Et justement, c'est aussi un appel au niveau national. C'est quand même derrière les DIH, il y a aussi une volonté de pouvoir développer des écosystèmes et de permettre des expérimentations pour les entreprises de ces écosystèmes. Donc c'est une invitation. Je suis très heureux qu'il y ait des représentants des régions, parce que justement, ce qu'on souhaiterait au niveau français, et la DGE a largement soutenu les DIH, c'est que l'écosystème français, la communauté française, s'accapare ces instruments et essaye de les développer au niveau national, car on pense qu'il y a un vrai potentiel pour cela. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, de journées d'information au niveau régional, n'hésitez pas à nous le dire. Ils sont vraiment intéressés par avoir plus de participation des centres de compétences en France dans ces initiatives. Oui, bonjour, Manuela Porti, Cap Digital. Alors, excusez-moi, mais en fait, je pensais avoir compris ce que c'était qu'un Digital Innovation Hub. Et en fait, là, je suis encore plus confuse qu'avant. Alors, je vais peut-être répéter la question qui a été posée, mais donc, le Digital Innovation Hub par rapport au centre de compétences. Parce que, est-ce qu'un centre de compétences fait partie d'un Digital Innovation Hub? Est-ce qu'un Digital Innovation Hub peut être une structure en tant que telle? Parce que, par exemple, Cap Digital a été cartographié dans l'exercice que tu mentionnais, Frédéric, comme un Digital Innovation Hub. Et également, quand je regarde la carte, je vois qu'on a un statut de candidate. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une validation derrière? Est-ce qu'on sera officiellement Digital Innovation Hub quand on fera partie d'un projet européen? Du coup, là, j'ai pas bien saisi... Non, je sais, parce que vous essayez de projeter le système français. On a fait les pôles de compétitivité, on fait les labelling, etc. On fait c'est pas la même chose. Non, projetez pas ça. Non, le centre de compétences, les centres de compétences, c'est le cœur d'un hub. C'est pas le hub, c'est tout l'écosystème autour. Mais le centre de compétences, c'est le cœur, c'est pour ça que nous appelons à des réseaux de centres de compétences pour travailler ensemble dans un réseau et offrir ces services, comme je l'ai dit, aux entreprises. Pour nous, quand le centre de compétences
agit avec son écosystème, ça devient un Innovation Hub. On ne fait pas de pré-sélection. Cap Digital a été identifié comme un Digital Innovation Hub. Et on a dans notre réseau ce qu'on peut appeler des centres de compétences. Donc Non, pardon, je dis, c'est peut-être la façon que je l'ai exprimé. Ce plan-là, c'est un plan qui donne les centres de compétences vers l'écosystème. Donc ce sont des Innovation Hubs. C'est ce que nous avons essayé de voir, c'est quels sont les pôles en Europe qui peuvent offrir ce service aux entreprises. D'accord ? C'est ça ce que nous avons identifié ici. Et au centre de ces pôles, il y a le centre de compétences. Nos appels de la Commission pour le développement de ce service aux entreprises passent par le centre de compétences qui sont au sein du Hub. Il n'y a pas de pré-liste. Ça se fait par appel à proposition, c'est ouvert. Tout le monde peut participer. Cette liste ne sera pas la liste qui détermine qui peut participer. C'est juste un plan. Alors, il n'y a pas de labellisation. C'est ça la question. Il n'y a pas pré-labellisation. Il faut que je le répète encore une fois. Il n'y a pas de pré-labellisation. Je sais parce qu'on me pose toujours la question, et Cap Digital en particulier. La labellisation, je ne pensais pas à la labellisation des pôles, des projets R&D. Je pensais, c'est vraiment le statut. Est-ce que, du coup, je peux dire que Cap Digital, Systématique, les pôles de compétitivité sont Moveo, tous les pôles qui existent, sont des Digital Innovation Hubs? Oui. Parce qu'on regroupe dans nos écosystèmes ce qu'on peut retrouver comme centre de compétences. Oui, vous pouvez le dire, mais moi je le dirais également, mais ça n'a pas de conséquences sur les appels de la Commission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que la notion Digital Innovation Hub, c'est pas un label qu'on donne, c'est un concept. C'est un concept, c'est pas un label, hein. C'est un concept. On appelle ce concept Digital Innovation Hub. Il n'y a pas de... on ne veut pas évaluer les centres et leur dire vous êtes Innovation Hub, vous ne l'êtes pas. On évalue les propositions. J'espère que c'est clair. Non, mais parce que... Je sais. Non, parce que je sais, parce que cette question, on me la pose uniquement en France parce qu'il y a les pôles de compétitivité et je connais tout le processus pour mettre en place le pôle de compétitivité. On n'est pas dans ce processus du tout. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ce processus du tout. Il n'y a pas de pré-labellisation. On appelle, nous, à des centres de compétences pour se mettre ensemble et offrir un service aux entreprises. Et ces centres de compétences viennent en groupe, ils soumettent des propositions disant nous, on va offrir ce type de service aux entreprises. Et nous sommes des centres de compétences, on a la possibilité de le faire parce que nous sommes dans un écosystème, nous avons des entreprises tout autour, nous pouvons faire le lien entre les fournisseurs de solutions et les utilisateurs. Nous pouvons faire la connexion entre les entreprises et les investisseurs. Et on évalue ces propositions. Et s'ils sont sélectionnés, on leur donne l'argent pour faire ce service. Et ils deviennent partie, ils font ainsi partie avec leur écosystème de ce réseau de ce qu'on appelle, nous, des Innovation Hubs. Mais c'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, juste pour aider aussi un petit peu ma collègue, donc Isabelle de Sutter de Systématique, l'autre pôle TIC en Ile-de-France. Donc ce que vous dites en fait, c'est que les Digital Innovation Hub, dit pôle, c'est un peu un territoire de compétences, ouais. Non ? Non, mais vous avez dit pôle, c'est pas moi. Ah, oui, c'est vous qui l'avez dit, donc j'essaye de traduire. On a essayé de traduire en pôle, oui. Et je ne veux pas créer de lapsus avec les pôles de compétitivité. Non, je veux pas. Voilà, j'ai juste dit le mot je répète le mot que vous avez dit. Donc pôle avec vraiment neutralité totale. Donc c'est un territoire en fait avec différents acteurs ayant des compétences que vous avez cartographiées, c'est ça ? Et ces acteurs, comme d'autres qui n'auraient même pas figure sur la cartographie, pourraient postuler aux appels à projets DIH. Est-ce que c'est ça ? Tout à fait. Ben voilà, on y arrive. Très bien, tout à fait. Merci beaucoup. D'accord, c'est bon. Merci bien. C'est bon.
Oui, bonjour. Jean-Louis Gantner d'Almaï Technologies. J'ai une question sur un autre sujet. Je voudrais qu'on parle des lignes pilotes et des plateformes technologiques, en particulier pour la photonique. L'Europe et la France sont très bien positionnées dans ce domaine. Donc là, on a vu des exemples sur l'impact et l'impact attendu. Je comprends que dans le nouvel appel à proposition, l'impact attendu va plus loin que ce qui était attendu jusqu'à présent. En particulier, on parle d'autosuffisance des structures à terme pour développer l'activité, développer l'emploi. Est-ce que vous pouvez commenter ces points-là? Et en particulier, comment vous voyez, je pense qu'au niveau j'ai participé à pas mal de montage de projets dans le passé, c'est quelque part une rupture par rapport à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent. Donc je pense qu'il y a pas mal besoin d'explications et en tout cas, moi, je suis très, très proactif sur l'idée que je comprends qui est derrière, mais je pense qu'il y a besoin de la tester et de la discuter, de l'évaluer peut-être en avance de phase. Voilà. Est-ce que vous pouvez commenter? Merci. Non, l'idée en fait de la pérennité des lignes pilotes est tout à fait, disons, importante. Ce sont des investissements, disons, relativement conséquents qui ont été faits. On a organisé une réflexion la semaine dernière avec les 4 lignes pilotes qui sont en activité et des experts extérieurs, y compris les 2 reviewers qui suivent ces lignes pilotes, pour essayer de voir quelles sont les conditions qui pourraient garantir la pérennité de ces lignes pilotes. Moi, je vois une des pistes, c'est justement d'utiliser dans le cadre des pôles ou des Digital Innovation Hubs, pour faire simple, disons, utiliser toutes ces lignes pilotes, tous ces, disons, investissements qui ont été faits pour assurer, disons, d'une part, un transfert de technologie, mais aussi un plan de charge suffisant pour ces lignes pilotes. Parce que l'idée derrière les hubs, c'est quand même de dire, on a fait des investissements, il faut les mutualiser, il faut qu'on les mette en réseau. Même à la limite, les innovations ne se limitent pas, disons, à la photonique. Il faut probablement marier plusieurs technologies, d'où l'idée de réseau. Et d'autre part, si on mutualise, on réduit aussi le risque financier, le prix du ticket d'entrée est plus abordable. Donc voilà un petit peu quelles sont les idées. Mais c'est bien évident que derrière tout ça, il y a des questions de business model et on est encore assez loin, et assez loin de la pérennité. Mais on essaye d'organiser les discussions pour trouver des pistes de réflexion. Moi, disons, personnellement, j'ai l'impression que la piste hub est une piste tout à fait prometteuse parce qu'il faut accroître l'utilisation, il faut aller vers les entreprises, non seulement pour la photonique, de la photonique, mais aussi les entreprises low-tech qui ont des besoins en matière de capteurs, de sensors, etc., pour accroître le marché. D'autres questions? Donc, merci encore à la DG Connect d'être venue aujourd'hui. Juste pour conclure, donc vous passez quelques messages. Donc, le point de contact national a une lettre de diffusion. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail pour vous y inscrire. C'est par cette lettre-là qu'on va vous informer de la mise en ligne des présentations de cette journée, ainsi que de ce qui a été filmé aujourd'hui. Et donc surtout, n'hésitez pas, si effectivement vous souhaitez qu'on fasse une session particulière sur les DIH ou sur un autre sujet que Next Generation Internet, puisqu'on l'a déjà traité le 1er décembre dernier, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse le monter, notamment avec la DG Connect. Et si vous souhaitez aussi répondre à des appels
pour le mois d'avril, on est aussi disponible pour vous voir en tête-à-tête pour discuter de votre idée de projet et vous aider pour être sûr que votre idée correspond bien au programme de travail, ou aussi à vous aider à trouver des partenaires en Europe, soit entre les PCNTIC, mais aussi à travers la plateforme Idéaliste, qui aide à des consortiums qui ont des idées de projet à s'adjoindre de nouveaux partenaires. Donc voilà, n'hésitez pas, on est à votre écoute, excepté pendant la semaine de Noël, mais je pense que tout le monde sera au même niveau. Et encore merci d'être venu.